Merci à vous d'être là pour venir écouter deux professionnels qui représentent des médias sociaux qui ont plein de particularités, et on y reviendra, c'est le corps et le cœur du sujet. Claire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Claire est directeur général délégué du groupe Cerise. Donc, qui dit Cerise dit Gensight et Oh My Mag. On y reviendra après, on a quelque chose à voir avant. Et puis Guillaume Aubert, Guillaume, tu es le responsable de la création de l'agence Kuhl, la jeune agence intégrée du groupe Combini. Et puis on y reviendra également, tu es le gardien du temple de l'esprit Combini. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le bain directement. Et là, Claire, je te demande de lancer deux vidéos qui vous présentent Oh My Mag et Gensight. Oh My Mag, c'est le média social des 15-35 ans. Plus qu'un média, c'est une safe place où les jeunes femmes se sentent libres de s'exprimer. La prise en charge par la police a été aussi traumatisante que l'agression elle-même. Il m'a inspectée en ayant une main posée sur mon sein. Il faut 5 à 7 séances pour pouvoir être diagnostiqué du syndrome des ovaires polykystiques. Oh My Mag, c'est l'endroit où elles retrouvent leurs influenceurs et influenceuses préférées à travers des interviews et des formats divertissants. Et où elles peuvent même les soutenir avec les Oh My Mag Awards. Oh My Mag, c'est une source de motivation et d'inspiration où elles peuvent retrouver des rôles modèles et des figures de l'empowerment féminin. Oh My Mag, c'est aussi une liberté de ton sur les sujets les plus intimes. Et si tu as mal dans certaines positions et pas dans d'autres, c'est peut-être lié à une simple différence anatomique et pas mal d'autodérision. Déjà, on peut te dire que si tu ne crois pas à l'astrologie, tu es probablement bélier. Oh My Mag, c'est aussi un allié qui donne les clés à sa communauté pour comprendre et appréhender les réseaux sociaux. Le hashtag #ThatGirl, ça représente la fille idéale que tout le monde voudrait devenir. Ou presque. Oh My Mag, c'est un autre regard sur les tendances mode et beauté. Marron, vert, bleu, tous les yeux sont sublimés avec ce make-up. Et Oh My Mag, c'est aussi un partenaire pour amplifier les discours des marques. C'est un peu Cendrillon des temps modernes. J'ai un accent qui s'est un peu amélioré. La marche des fiertés rassemble plus d'1 demi-million de personnes. Maintenant, vous êtes fin prêts pour faire une cagnotte. Et puisqu'Oh My Mag a la meilleure communauté, on n'est pas prêt de s'arrêter. Plus de la moitié de la population mondiale a ses règles. C'est pas parce que les choses existent qu'on se met à y croire, mais c'est parce qu'on y croit qu'elles se mettent à exister. Tu peux mener une vie parallèle sans même bouger de ton canapé. Sans nous, hein, c'est pas ce qui ferait les hommes. Les agressions homophobes, elles sont omniprésentes. Le contrôle aux faciès, c'est une réalité aujourd'hui. C'est la chirurgie du fruit, quoi. Mais tu sais, on peut pas porter plainte contre un médecin. J'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. Ce qui se fait le plus peur, c'est vraiment cet inconnu, quoi. La frite est-elle belge ou française? Pourquoi les Daft Punk portaient-ils des casques? La panne est une chose tout à fait normale et il n'y a pas à en avoir honte. La masturbation, c'est bon pour la santé. Est-ce que l'e-sport a sa place aux Jeux Olympiques? Mais pourquoi perdre dans un jeu vidéo, c'est important? La Jordan 1 Fragments par Travis Scott, j'aime. J'aime pas. Et si on se disait qu'on pouvait se faire plaisir avec un smartphone mid-chip killer? Comment PlayStation a révolutionné le jeu vidéo grâce au CD? Alors c'est important de s'engager dès maintenant pour l'environnement parce qu'on a ce fameux truc de se dire jusqu'ici tout va bien. Si je dors, j'élimine l'alcool plus facilement. C'est faux. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les nouveaux dispositifs, Claire, est-ce que tu peux nous redonner le périmètre du groupe, ses atouts et quelques chiffres? Donc le groupe, c'est deux marques médias, Oh My Mag et Gensight, qui ont pour cœur de cible les 15-35 ans. On est présent sur des sites, mais également toutes les plateformes sociales, forcément, par rapport à notre cœur de cible. Et on est décliné sur les marchés anglophones et germanophones.
C'est aujourd'hui 11 millions de visiteurs uniques par mois en dédupliqué et des fortes communautés sur les réseaux sociaux avec plus d'1 million de followers sur TikTok par exemple. Voilà. Alors, donc, tu disais qu'avant le groupe Cerise, j'étais chez Au Féminin. Effectivement, il y a une dizaine d'années, les annonceurs voulaient du brand content et venaient chercher le fameux sacro-saint espace dédié avec une porte d'entrée sur la homepage et effectivement une diversité d'articles et évidemment orientés SEO. Aujourd'hui, on a vu le modèle évoluer, on a vu arriver beaucoup de demandes autour de l'événementiel. Donc ça, c'était avant la pandémie, où les marques voulaient faire vivre des expériences à leurs consommateurs. Et puis là, aujourd'hui, au groupe Cerise, ce que je constate, et un chiffre que je peux te donner, c'est que 85% de nos opérations spéciales prennent vie en fait sur nos plateformes sociales. Donc les marques veulent aujourd'hui des dispositifs qui prennent vie sur les réseaux sociaux. Elles veulent aussi, là où avant elles étaient vraiment dans une problématique où elles voulaient parler de leurs produits, aujourd'hui on voit qu'elles veulent que nos médias en fait amplifient leurs discours et leurs valeurs, leurs engagements RSE. Donc c'est pour ça que sur un média comme Oh My Mag, comme on l'a vu, qui est engagé sur des problématiques d'égalité entre les femmes et les hommes, on a un Sarenza qui vient nous voir pour qu'on parle de la plateforme de signalement des violences sexistes qu'elle a mis en place. On a typiquement un annonceur comme Badoo qui, pendant le mois des fiertés, vient nous voir pour qu'on relaie en fait, ces nouvelles fonctionnalités pour lutter contre les microagressions à l'égard de la communauté LGBT. On a WWF, on a vu un exemple aussi, qui vient nous chercher pour qu'on relaie et pour qu'on sensibilise les jeunes à la protection de l'environnement. Donc il y a vraiment une notion de valeur et d'engagement sociétaux aujourd'hui dans les opérations spéciales. Et le troisième point qu'on a vu arriver, qui n'est pas nouveau, mais c'est l'influence évidemment. On en reparlera. Mais aujourd'hui, en fait, dans nos dispositifs, on vient nous chercher pour du média, mais également en fait, pour incarner ces dispositifs via des influenceurs. Guillaume, alors, on a la chance de vous avoir tous les deux. Par rapport aux d'autres médias présents sur ce salon, vous êtes né en 2008 avec un modèle de média digital, avec au cœur du modèle le brand content. Ça allait de soi. Et c'est ce que tu m'as dit, et c'est ce qui fait, depuis plusieurs années, votre force, et c'est pourquoi on vient vous chercher. Exactement, je pense quand Combini existait en 2008, juste pour info, les réseaux sociaux n'existaient pas. Moi non plus, j'existais pas, je pense, mais enfin presque. Ce qui est intéressant en fait, c'est que Combini, ça s'est propulsé évidemment avec l'avènement des réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on a explosé sur toutes les plateformes. Et je ne sais même plus combien on a, 2 millions d'abonnés partout, tellement il y en a partout. C'est un truc qui est hyper puissant. Et qui a fait de notre force très très rapidement. Ces grosses communautés sur les réseaux sociaux, et évidemment quand on se parle de grosses communautés sur les réseaux sociaux, les marques s'intéressent. Enfin, pour moi c'est assez logique, tout de suite on a commencé à faire du brand content, mais de manière hyper... c'est un modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Combini sans le brand content ça n'existerait pas. Genre clairement, toute l'info que vous voyez aujourd'hui sur Combini, je sais pas, on est 45 journalistes, ça sert à rien, entre guillemets on pourrait pas les payer, donc c'est au cœur du modèle économique. Et au-delà de ça, je trouve que c'est au-delà du modèle économique, c'est une nouvelle forme de publicité et pour adresser des messages qui est ultra contemporaine dans la forme, et qui, moi je trouve, parce que juste d'un point de vue parcours, moi j'ai plus un parcours de publicitaire, normalement j'étais plus en agence créa, etc. Je trouve que la manière de faire de la publicité et de faire du brand content, faire des opérations spéciales, tout ça, en passant par un média, ça a quand même une valeur ajoutée qui est quand même extraordinaire, parce que vous ne faites pas de la pub de manière hyper large, avec un gros message, avec une grosse promesse de manière très très haute, mais vous faites de la pub avec une expertise et une audience hyper précise. Et de travailler une audience, pour moi, c'est aujourd'hui le truc le plus important. Soit on travaille des gros films de marque et on en fait un tous les 3 ans, à peu près. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'agences créa, je pense.
soit on fait vraiment de la préférence de marque. Et pour moi, faire de la préférence de marque, ça passe avant tout par s'adresser à la bonne cible, au bon endroit, au bon moment. Enfin, c'est un truc que tout le monde dit depuis 10 ans, ce truc-là. Mais globalement, c'est un truc qui est hyper important. Et je pense que la particularité de Konbini, ça permet, et de d'autres médias, en vrai, on est tous dans le même bateau, enfin, on se parle de manière honnête. Je pense que ça a la particularité d'avoir une vraie force sur le marché et une vraie valeur ajoutée par rapport à, dans un dispositif, de faire un événement, de faire une campagne digitale, etc. Je t'arrête, et c'est une question pour tous les deux. Est-ce que le brand content était évident chez toi, Claire, et chez toi, Guillaume, parce que vous étiez un média digital natif, ou parce que les internautes étaient fatigués ou se sentaient, comme le démontre une étude, d'être envahis par la pub classique sur le numérique, ou c'est parce que vous adressez aussi à une génération, vous avez le même territoire de chat, j'allais dire, les 15-35. Voilà. Pourquoi cette prédominance du brand content chez vous? Ou est-ce que vous avez, alors si on oublie Michelin et son guide, est-ce que vous avez inventé le brand content tout simplement en toute modestie? Mais je te passerai le micro après. Je pense que c'est les trois de ce que tu as dit. C'est-à-dire que oui, je pense que les gens ont eu ras-le-bol de la publicité de manière un peu classique. Et oui, il y a des très très beaux films publicitaires. Je pense que si on cite genre Intermarché, tout le monde se souvient d'Intermarché ici dans cette pièce. Et pour faire de la publicité, parce que moi je gère maintenant la partie agence intégrée, et donc je fais de la publicité en fait. Et on gère Soch. Je pense que si je vous dis Soch, tout le monde dit, et vous, quand est-ce que vous passez chez Soch normalement? Donc la publicité, ça fonctionne encore. Mais je pense que sur une cible qui a d'autres particularités, qui a d'autres attentes, qui a d'autres manières de fonctionner, en fait, je pense que c'est une notion de comportement, c'est-à-dire que de comportement évidemment d'usage, donc ça c'est lié évidemment aux plateformes, c'est lié de manière socio, genre juste à la manière de se comporter au quotidien. Je pense que cette population des 18-35, elle se comporte pas de la même manière que les 5-15, que les 35-49, etc. Et c'est aussi lié au fait qu'on soit un média digital, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des opérations de brand content. Je pense que quand on a un média digital, on a une forme d'agilité qui est hyper simple, c'est beaucoup plus fluide, et je pense que c'est un point de départ du business. Oui, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Effectivement, nous, on s'adresse aux générations Z et Y, qui sont les générations Adblock. Donc, de toute façon, si on veut gagner notre vie, il faut aussi se diversifier et trouver d'autres modèles. Voilà, la publicité, c'est un modèle qui est finalement descendant. La publicité classique, avec des formats intrusifs, des pré-rolls, du display, donc qui vont gêner l'expérience utilisateur. Et il fallait, pour cette génération qui est exigeante, qui zappe, qui change de compte, il faut trouver d'autres façons de communiquer. Et ça, les marques l'ont compris. C'est une génération en fait qui suit des influenceurs qui gagnent leur vie grâce au brand content. En fait, c'est ce qu'ils font. Ils font des partenariats toute la journée. Donc, en fait, c'est une génération qui n'est pas du tout réfractaire à la publicité à partir du moment où, premièrement, c'est assumé. On dit que c'est en partenariat avec telle marque. Et puis, deuxièmement, où en fait, on va apporter une vraie valeur ajoutée, une émotion, un service, répondre à une question. Et le brand content, c'est ça, c'est mettre l'utilisateur au cœur du dispositif. C'est pas la marque qui vient plaquer son discours, c'est en fait que cherche l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est en ça que nous, médias, en fait, on est tous les jours en rapport avec nos communautés, on sait ce qui les fait interagir, on sait ce qui les engage, on sait ce qui fait de l'audience, et en fait, on est les mieux placés pour accompagner les marques, pour adresser ces générations-là. Est-ce que tous les annonceurs l'entendent ? La réponse est non. Non, et moi, pour avoir fait, ça fait 4 ans que je suis chez Konbini, je pense que j'ai dû répondre à je ne sais pas combien de briefs. Peut-être qu'il y a des annonceurs qui m'ont briefé dans la salle, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais globalement, on fait énormément de partenariats avec des marques, que ce soit, enfin, tous les médias font des partenariats avec des marques, et c'est comme ça qu'on arrive à survivre et justement à faire des choses de plus en plus créatives et d'intéresser de plus en plus de gens. Mais il faut savoir, et c'est moi c'est un truc qui est hyper important, c'est que des partenariats avec des marques sur une audience qui sait ce que c'est de la publicité, il ne faut pas lui mentir. On ne peut pas lui mentir. Genre vraiment, la première fois que vous essayez de mentir à une audience de 18-35,
bah, vous la perdez, tout simplement. Genre vraiment, enfin, sincèrement, et c'est un vrai truc, si vous commencez à déformer votre propos, si vous commencez à déformer votre ligne éditoriale en tant que média, bah, ça sera ni efficace pour la marque, parce qu'en vrai, les gens ils vont s'en apercevoir que c'est de la publicité et que c'est de la mauvaise publicité, parce que ça déforme la tonalité de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ça ne sera pas efficace pour le média, parce qu'en vrai, ça va plutôt polluer l'audience et ça va juste attirer les foudres et des mauvais commentaires, globalement. Et ça ne sera pas efficace pour moi non plus en tant que créatif et que pour tous les autres gens qui travaillent sur le truc, parce que globalement ça fera un mauvais cas et tout le monde ne sera pas content, les relations elles vont être mauvaises, tout ça, on va tous se tirer dans les pattes, c'est pas agréable. Donc je pense qu'il y a un vrai truc à faire et c'est un vrai boulot de pédagogie. C'est-à-dire que quand on fait du brand content sur un média, et quand je parle de Combini, on achète du Combini. Et ça, c'est un point important. Et je pense que quand on achète du brut, on achète du brut. Et il ne faut pas essayer de faire du brut chez Combini, il ne faut pas essayer de faire du Combini chez Brut. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est un truc qui est hyper important à faire prendre conscience. C'est-à-dire que quand vous venez, vous payez une campagne avec un média, il faut vous dire, OK, est-ce que c'est pertinent d'aller sur ce média-là? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que c'est cette tonalité que je recherche ou pas? Si c'est cette tonalité que vous recherchez, OK, bah, briefer ce média, mais juste qu'il y ait un rapport de se dire, bah oui, en fait, s'ils me proposent quelque chose dans cette tonalité-là, c'est ce que je dois, je dois leur faire confiance pour leur dire, ah oui, ça doit marcher. Et c'est un truc qui est pas forcément induit chez tous les annonceurs, mais je crois vraiment à ce modèle et je pense que ça va bientôt être le cas et j'en suis convaincu. Tu veux répondre un truc là-dessus? Non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et après, en fait, on peut quand même être surpris parce qu'à partir du moment où un annonceur vient nous chercher, parce qu'il sait qu'on adresse une cible très jeune, il sait aussi qu'il va devoir nous faire confiance et nous suivre. Et typiquement, l'année dernière, on a eu Allianz, assureur. Bon, on se dit, ça va être compliqué quand même. Voilà, spontanément. Et en fait, donc il voulait prendre la parole au moment du déconfinement, au moment de la réouverture des bars, et accompagner voilà, les jeunes au moment où ils allaient sortir, faire la fête, et puis reprendre le volant en ayant potentiellement bu de l'alcool ou pris des drogues. Et donc tout l'enjeu, c'était de sensibiliser les jeunes et de les aider à avoir une conduite responsable. Et donc, en fait, avec Allianz, ils ont accepté tout ce qu'on leur a proposé en disant « Ok, vous savez ce que vous faites, vous savez adresser cette génération. » Et en fait, ils nous ont suivis. Et honnêtement, il y avait quand même tout le légal derrière. On parlait d'alcool, on parlait de drogue. On s'était dit « Ça va être un enfer. » Et ça s'est hyper bien passé. Donc je pense que le marché évolue et quand ils viennent nous chercher, ils savent aussi pourquoi. Ils viennent vous chercher aussi pour l'expertise média, la connaissance de la cible. Et toi, Claire, en tant que patronne de l'audience et des contenus, comment tu gères l'équation entre le respect de l'audience, enfin du média, l'attente d'efficacité de l'annonceur et au milieu l'audience? Donc est-ce qu'il y a des arbitrages et puis la clé économique, le modèle repose sur la pub? Comment tu gères cette équation? Pas toujours simple, j'imagine. Non, c'est pas toujours simple. Effectivement, j'ai des débats avec moi-même. Non, évidemment, il y a l'enjeu du chiffre d'affaires. Mais maintenant, voilà, moi, je viens de l'éditorial. J'ai une formation journalistique, je viens du contenu. Donc, j'ai une éthique aussi. Et en fait, toute la journée, on passe notre temps à parler, à remettre en question les codes de beauté et les codes de minceur, notamment sur Oh My Mag, par exemple. L'année dernière, quand on a eu une marque qui vend des pilules minceurs pour maigrir en 7 jours, on a dit non. Et donc ça, c'est un arbitrage par rapport à nos valeurs de marque, par rapport à notre positionnement. On a dit non, on est passé à côté de quelques milliers d'euros, mais en fait, il ne faut pas rompre ce contrat de lecture avec notre audience. Et ça, c'est hyper important. Et à l'inverse, en fait, on sait que ça a aussi un effet vertueux, c'est-à-dire que dans le même temps, il y a une marque qui s'appelle Miss Sans Complexe, qui fait de la lingerie grande taille, qui est venue nous chercher justement parce qu'on a ce discours-là. Donc voilà, la cohérence, en fait, ça paye. Et puis après, il y a un autre sujet, on en a parlé, c'est la transparence, donc assumer le partenariat. Et puis après, l'efficacité publicitaire, de par notre modèle économique, de par notre culture, le groupe Cerise, c'est vraiment data-driven, c'est la culture de la performance. Donc, nous, on a toujours des KPI qui nous sont donnés, qui sont
décidés en accord avec l'annonceur au début de la campagne et on s'engage à les tenir. Bien sûr, on s'engage sur... Ouais. Voilà, donc on a des KPI et on active les leviers nécessaires pour les atteindre dans le respect de notre audience. C'est-à-dire que voilà, on a un nombre limite de posts qu'on va diffuser sur Instagram. Disons que moi je suis arrivé donc il y a 4 ans chez Combini, il y avait je pense 5-6 créatifs à peu près. Donc déjà il y a des créatifs dans un média, ce qui est très très rare. On est un des seuls médias avec des vrais créatifs. Parce qu'on a cette volonté de faire des contenus hyper créatifs, et en tout cas c'est notre valeur et c'est notre credo en tout cas. Il y avait 5-6 créatifs, on avait on devait faire 50-70 partenariats à l'année. Il y a 4 ans, quand j'ai compté l'année dernière en 2021, du coup on devait en faire 250 à peu près. Donc il y a eu un boom, genre vraiment ces contenus en partenariat avec les marques, pour moi il est exponentiel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le temps il y a des nouvelles marques, alors que j'ai l'impression d'avoir bossé pour toutes les marques de la Terre, mais j'ai l'impression qu'elles sont encore là, il y en a des nouvelles, toujours. Et ça c'est un truc assez fort, et aujourd'hui il y a 25 créatifs dans les équipes de Combini. J'ai recruté une nouvelle directrice de création qui gère du coup cette partie brand content, et moi je me suis consacré à la partie agence créative qu'on essaye de monter, qui s'appelle Kuel du coup. Globalement, ce que j'ai vu changer, c'est surtout, je pense, un point de vue... déjà, le marché il est plus mature sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marques qui veulent faire du brand content, ça je pense que c'est le premier truc. Il y a de plus en plus de créatifs aussi qui veulent faire du brand content, et ça c'est un vrai truc. Il y a de plus en plus de gens qui croient à ce modèle, au-delà, au sens large, des créatifs, des commerciaux. J'ai l'impression que les gens ils aiment faire ce métier-là, de faire du contenu qui intéresse vraiment les gens plutôt que de faire de la publicité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça qui est en train de changer. Et après, il y a une forme de maturité, c'est-à-dire que les marques, elles viennent faire du brand content, elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont beaucoup plus matures dans ce qu'elles veulent. Elles achètent évidemment de l'efficacité de plus en plus, mais elles achètent aussi de la création. Et moi, je suis assez fier de faire en sorte qu'elles achètent encore de la création dans un média. Et après, il y a aussi les formats. C'est-à-dire que globalement, moi, quand je suis arrivé il y a 4 ans, je faisais quasiment que du Facebook. Les gens, ils achetaient que du Facebook à peu près. Aujourd'hui, ils achètent autre chose. Ils achètent un dispositif complet. Évidemment avec potentiellement du Facebook s'ils veulent cibler une cible qui est plus sur Facebook, potentiellement du TikTok, de l'Instagram, de l'article, etc. Mais ils achètent aussi de la créativité, des nouveaux formats. Moi, quand je suis arrivé, il y avait uniquement des créatifs, et là, il y a 3 mois, j'ai inventé un nouveau métier, un short content creator. Voilà, j'ai inventé un nouveau métier, je me suis dit, vas-y, on va inventer un nouveau métier. Donc c'est quelqu'un qui fait que des contenus courts, il a un téléphone, il a un super iPhone, le dernier, tout ça, il a un stabilisateur, il a une petite lumière au-dessus, et il se déplace partout, et il va faire du contenu de marque, partout. Genre vraiment, c'est un nouveau poste, c'est-à-dire que c'est un mec qui est sorti d'école il y a 1 an, qui avait 1 an d'expérience, je lui ai fait confiance, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est capable de filmer, il est capable de monter, il est capable de faire la direction artistique, il est capable de faire le motion design, il fait tout. C'est incroyable. Genre, je lui dis, mais en fait, tiens, vas-y, moi, j'ai plus raison d'être là. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a aussi une forme de talent, de nouveaux talents, et ça vient aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font des comptes TikTok à titre personnel, mais du coup, il y a des gens qui sont vraiment talentueux, en fait, et qui sont aussi à récupérer pour travailler avec nous et pour faire en sorte d'avoir des super contenus, que ce soit d'un point de vue éditorial ou des contenus de marque, évidemment. Voilà. Claire, il y a quelques années, on pouvait lire dans CB Strat que CB Strat s'interrogeait sur l'essoufflement possible du brand content pour des raisons d'efficacité et de créativité. On est en 2022. Tu réponds à quoi? Enfin, on devine la réponse. Non, je dirais que le brand content évolue, c'est-à-dire qu'il s'enrichit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le brand content, il peut prendre différentes formes. Il y a notamment l'explosion de l'audio, avec pas mal de brand content sous forme de podcast. Non, pas du tout. Nous, alors, Groupe Cerise, on produit 5 podcasts
notamment notre podcast phare qui s'appelle Mourir moins con, qui est un podcast de culture générale, qui est dans le top 10 ACPM. On fait 500 000 écoutes par mois. Et en fait, c'est le format qu'on vend le plus. Et dans lequel c'est un format de culture G qui répond à des questions. Voilà, hier ouverture du Festival de Cannes. Pourquoi le tapis rouge est rouge? Voilà. En 2 minutes ou 3 minutes, on répond de façon drôle et ludique. Et en fait, les marques viennent acheter des formats audio parce que c'est quand même une expérience, c'est un écrin formidable pour une marque. On a toute l'attention de l'utilisateur qui est vraiment immergé dans le contenu et c'est parfait pour transmettre un discours de marque. Et donc, dans Mourir moins con, on va pouvoir répondre à des questions. Là, on a fait un épisode pour une marque de pantalons très connue, où on a répondu à la question d'où vient le chino. Et en fait, c'est des formats qui fonctionnent très bien. Donc non, je pense que le brand content s'enrichit, notamment aussi avec l'arrivée des nouvelles plateformes. Enfin, TikTok, le boom de TikTok, ça a complètement révolutionné effectivement le brand content, où là maintenant, les codes évoluent. TikTok, c'est quand même beaucoup plus artisanal. Les codes bougent. Enfin, c'est moins léché comme format. On est sur du format très court. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que les marques viennent chercher. Et puis, on va aussi, ça s'est enrichi avec le content to commerce. Donc, je ne sais pas si on y viendra tout à l'heure, mais non, ça s'essouffle pas du tout. Finalement, pourquoi distinguer le brand content et publicité? Est-ce que c'est juste des discussions de publicitaires ou de comptoirs de plus? Parce que visiblement, on s'en fout ou pas? Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la même chose en vrai. Enfin, on fait le même métier. Et encore plus, moi, je trouve qu'on fait le même métier. Pourquoi on fait le même métier? Parce qu'on adresse une cible et on essaie de faire passer un message. Pour moi, c'est ça l'objectif de la publicité, c'est adresser une cible et essayer de faire passer un message. Pour moi, globalement, on est sur la même chose en brand content. Évidemment, il y a des différences. On fait pas un 30 secondes en télé comme on fait un brand content. Il ne faut pas venir avec le même brief, ça c'est évident. Mais en revanche, on fait sur les bases, entre guillemets, la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des marques, par exemple, il y a des marques aux US qui ont arrêté tout simplement de faire de la pub et qui font que du content. Donc pour moi, c'est la même chose. Si on arrive à adresser qu'avec du content sa cible, ça veut dire qu'en fait, c'est de la publicité. Enfin, si on prend cet exemple-là. Après, oui, c'est évident qu'il y a des spécificités et encore sur le marché français, on n'est pas arrivé aux US, mais je connais pas de marques qui ont arrêté de faire de la publicité pour faire que du contenu ou c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais en tout cas, c'est un truc qui est assez fort pour moi et je me dis, en fait, il y a tellement de choses qui se rebouclent parce que c'est notre métier, c'est vraiment de faire passer des messages aux gens de la manière la plus créative possible. On fait un métier créatif, peu importe le métier qu'on fasse, hein, qu'on soit commercial, machin, etc. On fait un métier de création avant tout. Et la création, oui, certes, au service de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on peut être créatif, on peut faire des super choses créatives, mais on peut aussi être créatif et efficace en même temps, c'est possible. Alors vraiment, c'est possible. Enfin, moi, j'y crois. Non, mais alors après, c'est peut-être juste de la sémantique, mais pour moi, la publicité, c'est du display, c'est du pré-roll, c'est des formats qui sont intrusifs et pour l'expérience utilisateur, c'est quand même pas la même chose. Donc pour moi, non, on n'est pas, c'est vraiment pas la même chose. Et puis le brand content pour les médias, c'est quand même aussi une façon de se différencier par rapport aux GAFA qui absorbent quand même la majorité du marché publicitaire digital aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que vous avez des recettes pour définir une bonne OP de brand content ou à l'inverse, une mauvaise OP de brand content, c'est quoi? On l'a un peu dit tout à l'heure, le premier truc, c'est d'assumer le partenariat. Je pense que ça, pour moi, c'est la clé de la réussite, donc de faire une bonne OP de brand content. Et quand on n'assume pas, du coup, ça en fait une mauvaise, évidemment. C'est la tonalité. Enfin, moi, je l'ai répondu tout à l'heure. Quand on va chez un média, si on respecte pas sa tonalité, globalement, ça fera une mauvaise opération de brand content. Je vois que ça, là, je réfléchis en live, mais globalement, pour moi, quand on vient chez un média pour faire une OP de brand content, il faut que ça soit hyper humble, hyper assumé, hyper dans les codes. Et une fois que vous respectez les codes, en fait, vous avez gagné. Je pense que globalement, c'est ça qui fait une bonne OP de brand content.
Ouais, je suis d'accord. Il faut aussi, pour moi, une opération, elle est réussie quand je me dis, en fait, est-ce que ce contenu-là, je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu de marque pour le sponsoriser. Et dans ces cas-là, bah oui, c'est que c'est une bonne opération. Et après, évidemment, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais une bonne OP, c'est une OP qui atteint ses objectifs, donc qui plaît aux deux clients, le client utilisateur et le client annonceur. Donc, qui engage, qui génère de l'interaction, qui génère des vues, et puis qui atteint les objectifs, que ce soit de reach, de visite sur site, qui avaient été définis par l'annonceur. À ce stade-là, avez-vous des questions avant d'attendre la fin pour aborder d'autres angles et aborder? Tout est clair? OK. Alors moi j'ai une question sur est-ce qu'une marque peut devenir un média légitime? Alors on a tous en tête Red Bull quand on aborde ce sujet-là, mais si on le met de côté, est-ce que vous... Et puis l'autre question, comme ça je vous passerai le micro, est-ce que les influenceurs, on évoquera le travail que vous menez avec les influenceurs, est-ce que les influenceurs aussi peuvent avoir des velléités de s'autonomiser puis de plus avoir besoin de médias comme vous? Voilà. Alors sur le fait que les marques deviennent des médias, toutes les marques veulent devenir des médias, globalement. Enfin, ce brief-là, je l'entends tous les jours. Allez, si on faisait un média, ok, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en tout cas, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, les marques, elles ont compris qu'il fallait faire du contenu pour plusieurs raisons. La première, je pense, et j'espère, c'est pour intéresser. J'espère. La deuxième, c'est évidemment pour vendre. Globalement, ça marche bien quand même en SEO et tout ça. C'est toujours une recette. Mais ça, c'est un vrai truc. Enfin, et il y a des très bonnes marques qui arrivent à devenir médias. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je trouve qu'il y a un super exemple français, une petite marque qui s'appelle The Socialite Family. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une marque de maison et tout ça, qui ont créé un petit média à côté, qui font des petits contenus. Hein. Vraiment, ils ne se prennent pas trop... Enfin, si c'est un peu léché et tout quand même. Mais c'est sobre, simple, humble, et c'est hyper bien, je trouve. Enfin, si vous aimez la déco, machin, etc., ça vous donne tout de suite envie d'acheter chez eux. Donc, je pense que c'est assez efficace. Donc oui, je pense que les marques veulent devenir des médias, et celles qui n'y arrivent pas, elles viennent chez nous, globalement. Et celles qui veulent le faire, elles viennent de mon côté agence. Elles disent, est-ce qu'on pourrait avoir un média comme Combini pour nous? Et on le fait pas mal. On l'a fait. Moi, je l'ai fait pour la Fnac pendant le Covid, parce qu'il y a eu évidemment plus personne allait chez la Fnac pendant le Covid. Donc, on leur a créé un média qui s'appelait La Claque à l'époque, qui a changé de nom là récemment, où on a fait du contenu pendant le Covid pour évidemment intéresser les gens sur la culture, parce que globalement, plus personne allait feuilleter les livres ou regarder les pochettes d'albums à la Fnac ou regarder des DVD, donc plus personne ne savait quoi regarder et plus personne n'achetait à la Fnac. Donc il y a, je pense, des vrais enjeux pour les marques de devenir des médias. Et après, j'anticipe sur la question des influenceurs, après je te laisserai répondre, mais les influenceurs, globalement, tous les médias les utilisent. On utilise quasiment tous les mêmes en plus, si on se parle vraiment de manière hyper honnête, quasiment, j'ai dit. Mais c'est un truc qui est hyper important, la relation avec les influenceurs. Ils ont besoin de nous, enfin, ils ont besoin des médias, ils ont besoin des gens. Globalement, ils ont besoin de vous aussi pour vivre. Et je pense que cette relation avec les influenceurs, elle est hyper importante. Moi, je prends souvent l'exemple, j'ai un exemple en tête qui est Just Riyad, vous voyez tout ce qu'il sait ou pas? Aujourd'hui, personnalité hyper connue, etc. La première fois qu'il était chez Combini, il avait 50 000 followers, je crois. Genre juste, c'est incroyable. Aujourd'hui, il en a... Donc juste aussi de faire grimper ces influenceurs et de les projeter sur le devant de la scène, pour moi, c'est aussi le rôle des médias, c'est-à-dire c'est de repérer les bonnes personnes, de travailler avec les bonnes personnes, avec évidemment ceux qui ont la bonne tonalité avec votre média, et je pense que c'est ça le plus important. Ouais, l'autonomisation des influenceurs, effectivement, il y a les gros comme Lena Situation, comme Michou, qui deviennent des superstars et qui sont 100% autonomes, qui n'ont pas forcément plus besoin des médias. En fait, nous, on leur apporte, pour les middle, pour les micros, on leur apporte quand même des contrats, parce que les briefs, ils arrivent chez nous, et en fait, il faut quand même qu'ils se structurent, et nous, on gère la prod derrière. Donc je pense qu'il y a encore énormément d'avenir pour collaborer avec les influenceurs. Il faut juste se dire qu'on est en partenariat avec eux. Et même d'un point de vue éditorial, nous,
co-créer des contenus avec eux, qu'ils soient sponsorisés ou pas. On a lancé les Oh My Mag Awards, qui est en fait... chaque année, on élit, nos communautés élisent l'influenceur et l'influenceuse de l'année. Et en fait, voilà, ça entretient la flamme, exactement. Donc, pour moi, c'est pas du tout une menace. Au contraire, c'est des nouveaux alliés, des nouveaux partenaires. Non, il y a des belles réussites. Hein. Tu donnais un exemple. Moi, je vais parler d'un autre exemple qui est la marque de vêtements Don't Call Me Jennifer, qui a lancé il y a un an un média sur TikTok, 100% TikTok, qui s'appelle Break, qui fait du divertissement. Ils le font hyper bien. Ça leur permet d'exprimer leurs valeurs de marque, leurs codes, et c'est des contenus qui sont divertissants et ils le font très très bien. Et en fait, pour moi, c'est pas non plus une menace parce qu'ils ont besoin de notre savoir-faire pour les accompagner dans cette création de contenu. Souvent, ils font appel à nous. Tu parlais de la FNAC. On produit aussi un média pour la FNAC qui s'appelle le Labo FNAC, qui est un podcast sur les tendances high-tech. Donc, ils viennent chercher notre savoir-faire aussi. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler format au nouveau format qui fonctionne? On a vu les durées se raccourcir. Vous parliez de 45 secondes. Les plateformes, l'apparition de TikTok, ça bouleverse, ça donne aussi matière à créativité, puis il faut être toujours à la page. Donc, comment vous faites, d'une part? Et puis, quelles sont vos recommandations sur les nouveaux formats qui fonctionnent? Est-ce que très très court ou très très long? Voilà. Alors, comment on fait? Vous ouvrez votre téléphone, tout simplement. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Moi, je passe du temps sur TikTok et pas qu'aux toilettes. Parce que souvent, c'est un peu l'usage qui est un peu connu. Non, mais globalement, il faut y passer du temps. Pour connaître les usages de ces plateformes-là, il faut y passer du temps. Il faut des gens qui soient experts sur ces plateformes-là. Moi, globalement, les créatifs que j'ai chez Combini, ils ont tous entre 20 et 30 ans à peu près. Donc, ils sont sur du TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur ces plateformes-là, donc ils connaissent. Ça, c'est un point qui est hyper important. Je ne pourrais pas avoir un créatif qui a 45 ans chez Combini. En étant honnête avec vous, ça ne marcherait pas. Pas parce que je ne veux pas qu'il ait 45 ans, mais c'est juste que dans les codes, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Je peux être surpris. Après, je pense que c'est... Ouais. Ah non, ils ne sont pas des 15-35, mais c'est parce qu'ils ont fondé Combini il y a longtemps, c'est pour ça. Et pourtant, ils passent du temps sur TikTok. Mais après, ils ont des enfants qui passent du temps sur TikTok, ça aide aussi. Ça aide énormément. Non, donc ces trucs des nouvelles plateformes, oui, il faut y passer du temps. Moi, j'y passe beaucoup de temps et c'est pas du mauvais temps perdu. Globalement, c'est la veille classique et c'est la veille à l'ancienne, mais qui a changé d'usage. Et après, sur les nouveaux formats, et j'en parlais tout à l'heure, donc ce poste de short content creator qu'on a créé il y a 3 mois. Donc globalement, je pense que la réponse, vous l'avez. Je pense que le cours, il est hyper important. C'est-à-dire que c'est un format qui est hyper dur à faire, en étant honnête avec vous. Moi, pareil, quand je suis arrivé chez Combini, je faisais des vidéos de 4-5 minutes sur Facebook. Là, on m'a dit Guillaume, va falloir faire des vidéos de 1 minute sur TikTok. J'ai fait, mais comment je vais faire? Genre, vraiment, comment je vais faire? Parce que entre l'habillage, le truc, le machin, j'arrive pas. Mais c'est une écriture qui est hyper challengeante. Pour moi, c'est ça qui est hyper... créativement, qui est hyper excitant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les jours il y a des nouveaux trucs qui se passent, tous les jours il y a des nouvelles écritures à inventer. Parler du podcast tout à l'heure, c'est une autre écriture aussi, et ça c'est hyper excitant pour tous les gens qui travaillent dans les médias, c'est-à-dire que ils se disent mais en fait le terrain de jeu il change tous les jours, et c'est ça, c'est genre franchement c'est le meilleur terrain de jeu possible. Et après sur le court vs le long, je pense que c'est encore une fois une question de format et de comportement. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui regardent du long sur YouTube. Globalement, quand on va sur YouTube, on regarde plutôt l'usage, il est plutôt de regarder du long. Les podcasts, il y a des podcasts qui sont très courts, mais il y a des podcasts qui sont très, 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 très longs. Je pense que ça dépend du sujet, ça dépend du comportement des gens, ça dépend de la personne que vous voulez viser. Moi, je fais du contenu qui dure 1 minute sur TikTok ou sur Instagram, et là, en septembre dernier, on a fait une opération avec Durex qui s'appelait The Condom Show, qui est un show sur les préservatifs, qui durait 45 minutes sur YouTube. Donc vraiment, on est capable de faire du 1 minute comme du 45 minutes. Il faut juste trouver le bon message et le bon format par rapport au brief et par rapport au message que vous avez envie de faire passer.
Et évidemment, l'intérêt de faire du long, c'est aussi que ça se coupe facilement pour faire du court. Donc c'est assez intéressant. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, peut-être sauf sur la question de l'âge. Pour pas faire. Non, mais en plus, il y a des personnes de 45 ans qui sont extrêmement créatives et qui peuvent comprendre comment fonctionnent les codes de TikTok. Donc pour moi, c'est pas tellement une question d'âge, mais une question de curiosité et d'intérêt. Donc évidemment, les équipes chez le groupe Cerise sont très jeunes. Donc oui, on travaille avec la Gen Z et donc évidemment, on nous apporte cette expertise sur les usages. En fait, il faut qu'ils consomment les contenus pour savoir les créer. Donc ça fonctionne comme ça. On fait énormément de veille. On s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Sur la durée des formats, il n'y a pas de religion non plus. Et effectivement, ça dépend beaucoup de la plateforme de diffusion. Donc du long sur YouTube, du court sur TikTok. Et voilà, je me rappelle plus, du coup, j'ai perdu le fil. Sur les formats, ouais, et puis en plus, TikTok en fait a fait bouger Instagram avec l'arrivée des réels. Donc en fait, on arrive à décliner les formats pour deux plateformes. Là où sur Snapchat, on a des spécificités où il faut répondre vraiment à des durées spécifiques. Donc nous, on fait un format pour TikTok et pour Instagram, et puis on va en faire le décliner pour Snapchat dans une autre version, et pour nos sites aussi, puisque nous, on diffuse aussi beaucoup sur nos sites en 16/9. Ouais. Ouais, on a tout. Sur de la marque blanche, oui, on va être en compète avec des agences de pub. Sinon, on est en compète avec d'autres médias. Ouais. Alors on attaque les dernières lignes droites de la conférence. On va faire un peu de prospective et de tendance. Je parlais avant la conf du live shopping, la co-construction. Je voulais que tu expliques ta vision. Voilà, quels sont pour vous les sujets en métaverse? Ce sera sur la table. Bref. Vous sentez quoi? Loin encore ou vraiment proche? Quelles sont les choses que vous seriez prêts? Alors, vraiment proche et là où on est vraiment en mode laboratoire test and learn. Donc on voit vraiment une héroïsation des campagnes, c'est-à-dire que l'annonceur investit 1 €, il veut en gagner 2. Donc là, là vraiment, notamment avec l'avènement du e-commerce suite au confinement, on voit vraiment qu'il y a ce besoin-là. Et donc, ce qui émerge beaucoup chez nous, c'est le content to commerce, avec l'affiliation via des articles, guides d'achat, etc., qui sont... Ce qui est nouveau, c'est la déclinaison sur les réseaux sociaux, avec le social shopping. Donc, on va créer des formats courts sur TikTok, sur Instagram, avec un lien traqué en bio pour pouvoir aller acheter le produit parce qu'on est sur un achat d'impulsion. On voit un gadget high-tech vraiment cool et donc on a envie d'aller l'acheter. Et donc là, on est sur l'impulsion. Et puis, l'arrivée des live shopping. C'est le téléachat du digital. Donc, on a soit... C'est pas nouveau, sauf que c'est sur le digital. C'est incarné soit par un influenceur, une influenceuse, soit par... un journaliste qui est expert dans un domaine et qui va présenter des produits. Donc on est vraiment dans du téléachat, mais version un peu moderne. Et les utilisateurs en fait, peuvent acheter en direct pendant le live shopping. Et ça se développe énormément en Asie. C'est vraiment hyper courant. En France, ça commence. Et aux États-Unis aussi, ça se fait. Amazon fait ses propres live shopping. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas parler de métaverse parce que j'en ai marre du métaverse. Vraiment. Il y a des choses qui se font super en métaverse, franchement. Je m'y intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas de... Évidemment, on va faire des choses, mais globalement, tout le monde fait des choses. Donc, globalement, testons et puis on verra bien ce qui se passe. Mais j'y crois pas non plus de folie à titre personnel. Après, sur... plus des choses qu'on travaille chez Combini, moi ce qui m'intéresse le plus c'est la proximité.
c'est-à-dire essayer de vraiment créer un peu plus de liens avec les gens. Et je pense que globalement, c'est un truc que j'ai envie qu'on crée un peu plus. Il y a des super médias qui arrivent à faire de la vraie proximité. Et quand je vous dis de la vraie proximité, c'est quitte à limite à être capable de, et du coup ça va avec de la data, ça va avec tout ça, mais d'être capable d'envoyer un WhatsApp avec le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ça serait mon rêve, tu vois. Je sais pas, tu arrives devant un Monoprix et on te met le bon contenu Combini au bon moment devant le Monoprix, et je pense que ça serait genre incroyable. Ça reboucle un peu avec cet esprit du commerce, mais où tu visites, je sais pas, tu visites le site de Monoprix pendant que tu es en mode digital et tu as un contenu Combini qui est poussé au bon moment. Le fait d'avoir une certaine forme de proximité, je trouve que sans évidemment être intrusif, hein, l'idée c'est pas non plus ça, et on reste des contenus qu'on devrait avoir envie de consommer, mais dans une sorte de proximité hyper utile, c'est-à-dire être vraiment hyper utile pour les gens. Et c'est un des points pour moi, c'est le premier truc que je dis quand il y a un créatif qui arrive chez Combini. Ici, tu vas faire des trucs utiles, genre vraiment, c'est utile. Genre, dis-toi que si tu fais pas un contenu qui est pas utile pour les gens que tu as envie de cibler, c'est pas un bon contenu. Et genre ça, c'est un truc qui est hyper important. Donc je pense que d'avoir vraiment cette notion de proximité encore plus forte avec l'audience, je pense que ça peut être un truc assez intéressant à développer. Enfin moi, à titre personnel, c'est un truc qui m'intéresse. Avec les consommateurs, ouais. Là, je pourrais parler d'un cas de la fin de l'année 2020, qui est le La Redoute Challenge, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est La Redoute qui a créé un challenge sur TikTok pour aller chercher les nouveaux visages de sa campagne automne-hiver. Donc ce sont des utilisateurs comme vous et moi, un peu plus jeunes, qui ont du coup dû créer un contenu sur un hashtag, le hashtag La Redoute Challenge, et qui ont été sélectionnés par un jury pour faire partie de la campagne. Et en fait, il y a toute une histoire à raconter qu'OhMyMag a amplifiée derrière en allant sur le shooting qui mettait en avant ces six nouvelles égéries qui étaient des anonymes entre 15 et 20 ans. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment nouveau. C'est d'inclure, en fait, ces consommateurs dans sa campagne. Et TikTok est parfait pour ça, en fait. Ouais. Alors, je vous pose la question, avez-vous une question, justement ? Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de podcasts. Je suppose que les formats sont assez courts. Ouais, nous, on est spécialisé vraiment sur le format entre 2 et 4 minutes parce que ça fonctionne bien, mais on réfléchit aussi à se lancer sur des formats un peu plus longs, soit des formats conversationnels, des formats témoignages, de la fiction. Mais aujourd'hui, oui, on est vraiment spécialiste du format court. Ah, c'est complètement au cœur du sujet. Donc c'est vraiment de l'éditorial. Ouais. Là, par exemple, on a lancé un podcast qui s'appelle J'ai fait un date. Donc c'est des anecdotes de dating. Et en fait, on a une app de rencontre qui va s'intégrer, qui va sponsoriser le podcast et qui va s'intégrer directement dans la narration. Y a-t-il d'autres questions ? Sujet que vous souhaiteriez creuser, profitez-en. Non ? Moi, j'en ai une. Quelle est l'opération de brand content de fou que vous aimeriez faire ? Parce que vous êtes maître de tout, donc... Ouais. C'est une question surprise, ça. L'opération de brand content que j'aimerais faire... Pas de limite. Hein. Pas de limite. Un truc qui a déjà été fait ou un... Bah, moi, en vrai, ma plus grosse rêve, une de mes plus grosses rêves de brand content, j'en ai plein en vrai, mais c'est ce que fait Chipotle aux US. Ils font plein de trucs, mais ils sont hyper engagés dans l'aspect prendre soin des fermiers, des choses comme ça, etc., sur la traçabilité des produits et tout ça. Et c'était en 2018, si je ne m'abuse, ou 2017, donc ça date un peu. Mais ils avaient fait un truc incroyable, et je pense que c'est tout le rêve de gens qui font du brand content aujourd'hui. Ils avaient fait une série avec Hulu. Hulu, c'est le concurrent de Netflix aux US. Et ils ont fait une vraie série télé, mais genre une vraie,
où c'était une vraie fiction, où il y avait un fermier et un industriel à côté qui voulaient faire exploser les vaches, enfin qui donnaient à manger un truc aux vaches qui les faisait exploser. C'est un truc hyper drôle en plus, enfin, moi ça me fait mourir de rire. Je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas moi ça me fait beaucoup rire. Et je trouve que ça, cette capacité à faire du contenu qui va au-delà des plateformes sociales et qui va juste vraiment dans la vraie vie des gens avec du contenu hyper divertissant qu'on a envie de regarder et qu'on ne sent pas du tout la marque, je trouve que c'est un vrai truc. Voilà. Moi, je répondrais plutôt sur une opération en fait, qui porte des valeurs qui sont chères à nos médias et qu'on porte tous les jours. Donc, voilà, sur des convictions qui sont intimes ou partagées par l'ensemble des rédactions d'intérêt général, exactement. Merci à vous, merci Claire, merci Guillaume. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.